Et voilà, on est en direct. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. On va avoir quelques minutes d'attente que tout le monde puisse effectivement se connecter. Je ne sais pas si je peux voir les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Moi, je peux pas les voir, hein, Maury, en tout cas. Ok. Ouais, tu me dis. Moi, je suis en train de regarder, mais je n'oublie pas les infos non plus. Donc, je pense que ça va se connecter au fur et à mesure. On va encore attendre un petit peu parce qu'effectivement, il est pile 30. Donc voilà, en tout cas, merci Amélie, Christina, effectivement d'être présent. Je vais essayer de meubler là 4-5 minutes le temps que ça se connecte et qu'on puisse voir le nombre de participants qu'il va y avoir. Hop. Si vous voulez nous envoyer des petits messages, vous pouvez le faire dans le chat, juste un petit hello hello de bienvenue, un petit welcome, ou si vous avez envie de nous dire aussi si vous êtes déjà recruteur indépendant, depuis combien de temps, votre spécialisation, comme ça voilà, on peut discuter un peu dans le chat en attendant les participants. Voilà. Ah, alors, il y a quelqu'un qui est sur LinkedIn qui me demande pour se connecter. Alors il y a des commentaires aussi sur LinkedIn. Bonjour Marie-Pascale. Donc Marie-Pascale, je te connais bien. Bonjour Célia aussi. Coucou à tout le monde. Effectivement, il doit y avoir un double chat, mais on voit quand même la partie commentaires. Il y a un chat LinkedIn et un chat effectivement direct. Donc, on se baladera sur les deux en fonction de là où vous intervenez. N'hésitez pas effectivement donc pour le bon déroulement à poser toutes vos questions sur le chat et puis on y répondra. On prendra un temps de réponse aux questions effectivement plutôt vers la fin du live. Donc voilà, on va encore attendre quelques personnes qui se connectent. Hop, j'envoie aussi sur le chat. Voilà, on commencera dans quelques minutes. Là, le but, en tout cas, de ce live, alors vous verrez qu'on se présentera tous les trois plutôt au cours de l'échange, effectivement. Hein, mais le but de ce live, c'était de parler à des futurs indépendants dans le recrutement, à ceux qui se posent effectivement la question, mais aussi peut-être à des indépendants qui viennent de se lancer ou plus récemment et qui souhaitent approfondir certains points. Donc voilà, on va essayer de répondre à pas mal de questions sous une forme un peu particulière, comme l'avait annoncé Amélie, cette forme de chit-chat. Alors, terme que je connaissais pas du tout, mais l'idée était effectivement de ne pas faire un cours, hein, mais plutôt d'être dans un échange libre où on va tous les trois intervenir un peu en fonction de nos habitudes, de ce qu'on entend, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit actuellement, voilà, pour essayer d'être clair sur ce lancement que vous souhaitez éventuellement faire. Donc voilà, encore une fois, le chat, n'hésitez pas à vous en servir. On en a donc discuté avant tous les trois. L'idée était clairement pas de vous dire on a la solution, aucun de nous trois a la solution de la réussite parfaite. L'idée, c'est encore une fois par nos connaissances, d'essayer de vous apporter des éléments de réflexion et que vous puissiez mûrir cette réflexion, vous poser en tout cas les bonnes questions, essayez de pas trop oublier de réponses à des questions pour que derrière votre lancement soit potentiellement une super réussite. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit de cet échange. Exactement. Alors, il est 34, allez, d'ici, je pense, une minute, je ne sais pas si on a un nombre de participants. Ok, bon, il commence à y avoir pas mal de participants, donc on va pouvoir effectivement se lancer. Alors vous verrez, on n'est pas là aussi pour se vendre, c'est pas le but. Hein. Encore une fois, c'est vraiment un échange très spontané, ou en tout cas le plus spontané possible entre nous. Et donc je pense que on va commencer cet échange maintenant. Et je crois que Christina, je vais te proposer effectivement de prendre un peu la main sur voilà, l'état un peu quand on veut se lancer, l'état du projet, c'était l'idée. Comment on se prépare, quelles questions un peu on se pose. Est-ce que tu peux nous raconter et te présenter rapidement aussi pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, pas de souci. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Christina. Donc, je suis la créatrice du cabinet de recrutement One Tilt. Donc, on est spécialisé sur les métiers du BTP, de l'espace vert et de l'industrie. Donc là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que One Tilt existe. J'ai commencé en tant qu'indépendant, en tant que recruteuse indépendante. Et depuis 2 ans, du coup, je suis en société. Donc, avec une équipe de 5 personnes. Comment j'ai commencé C'est vrai que généralement, on y va un peu sur un coup de tête en se disant bon, je suis plutôt bonne dans ce que je fais, donc je vais me lancer en tant qu'indépendant et voir ce que ça donne. Surtout qu'il y a eu un gros boom, on va dire, ces dernières années d'arrivée de recruteurs indépendants. Et j'ai très vite déchanté, puisque au-delà du métier de recruteur, il y a quand même plusieurs casquettes à avoir, notamment la casquette commerciale, donc, que j'avais déjà, mais la casquette aussi liée à l'administratif, tout ce qui va être lié à la construction de la société ou du statut indépendant, tout ce qui est aussi lié au côté légal, comment se protéger, préparer des contrats qui sont aussi en convivialité. Enfin, c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui nous arrivent un peu on va dire, sur le tas. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai... moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment préparé mon arrivée. J'ai un peu tout suivi dans les premiers mois. Et c'est vrai que, du coup, j'étais accompagnée d'Amaury. Donc, ça m'a bien aidé lorsque j'avais des interrogations. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je manquais cruellement, en fait, de connaissances sur le métier d'indépendant. On peut être recruteur, ok, c'est une chose. Et par contre, se lancer en indépendant, c'est totalement autre chose. Et d'autant plus que moi, je suis un produit purement d'intérim. Là, j'étais totalement sur du recrutement, sur du placement. L'approche n'est pas la même, que ce soit au niveau client ou au niveau candidat. Et j'ai vite vu que je n'avais pas du tout le bon discours, je n'avais pas du tout la bonne approche. Et du coup, j'ai décidé de me former. Du coup, d'où ma rencontre avec Amélie à ce sujet, puisque je la suivais déjà pas mal lorsque j'étais salariée dans mon ancienne société. Et ça me paraissait logique d'aller la voir pour justement... pour savoir un peu plus, avoir vraiment le retour de quelqu'un qui est vraiment sur on va dire le milieu dans lequel je veux être. En tout cas, elle est recruteuse indépendante. Je sais plus si je crois que tu l'es toujours. Je suis plus depuis 1 an. Ouais, j'ai arrêté depuis 1 an, mais je l'ai été pendant 4 ans, plus de 4 ans. Ouais. Donc, voilà. Donc pour le coup, je me suis dit la meilleure personne qui pourra me conseiller, ce sera Amélie. Donc voilà. Effectivement, du coup. Ouais, carrément, merci Amaury. Donc moi, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie Arnaud et je suis la créatrice d'Happy Recruteur. J'accompagne depuis 2019 les recruteurs indépendants avec plein de choses, des guides, des formations, etc. Et du coup, oui, j'ai accompagné Christina et je me rappelle bien quand on avait fait nos sessions, ça remonte parce que tu étais passée, c'était vraiment les débuts passage indépendant, maintenant tu es en société. Et c'est ça, je trouve, qui est assez intéressant parce que des retours d'expérience indépendant, société, il n'y en a pas tant que ça, alors que c'est un autre gap. On en parlera tout à l'heure, mais il y a les difficultés du lancement et il y a les difficultés de l'évolution. En tout cas, si je peux apporter ma petite touche personnelle en tant que formatrice, il y a une vraie introspection, il y a une vraie réflexion au passage du statut recruteur indépendant. C'est pas l'Eldorado, c'est pas 110 cas par mois en travaillant 2 jours par semaine, c'est pas ça. C'est un vrai métier, c'est très challengeant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de veille à faire, il y a beaucoup d'outillage, il faut se renseigner aussi. On parle souvent aussi de gap de départ. C'est vrai que quelqu'un qui vient de l'interne ou quelqu'un qui vient d'un cabinet de recrutement, il arrive sur le marché avec des armes un petit peu différentes. Donc, faut bien faire attention à cette partie projet. Il y a énormément de ressources qui sont à votre disposition pour réfléchir, pour avoir un peu des règles, c'est écrit, oral. C'est pour ça qu'on fait un live aussi aujourd'hui, pour vous dire est-ce que c'est un métier qui peut me convenir, est-ce que c'est un métier aussi qui peut convenir à ma vie personnelle actuelle et peut convenir à ma vie personnelle future. Donc voilà, c'est important de se préparer, c'est important aussi de se former, on le reverra, et de bien aussi se renseigner sur tous les avantages et les inconvénients de l'indépendance. Je me rappelle, Amaury, Christina, on avait parlé la dernière fois de tout ce qui était retraite. Par la suite, on a aussi toute la partie aussi accompagnement. C'est vrai qu'être indépendant, Christina, tu as dû le vivre aussi,
C'est un peu un cliché, mais c'est la vérité. Tu es un peu toute seule dans ton salon avec ton ordinateur. C'est cool au début si tu connais pas le télétravail. Sur du long terme, c'est important et c'est intéressant et même primordial, on va dire, d'être accompagné. C'est pour ça qu'il y a des collectifs qui sont chouettes, comme Rec Partner, anciennement Fab Partner, qui accompagnent les indépendants. Et je laisse la main à Maury pour qu'il nous explique un peu plus cette partie-là. Mais voilà, faites-vous accompagner. Réfléchissez et vous lancez pas tout seul comme ça, tête baissée. Ouais, merci Amélie. Effectivement, donc moi je m'occupe du collectif Rec Partners, anciennement Fab Partners, où effectivement l'idée de départ c'était exactement ça. Alors moi j'étais passé par l'indépendance aussi par le passé, et l'idée quand on l'a montée c'était vraiment de dire c'est super de se lancer, mais c'est pas toujours évident de se lancer seul parce que effectivement, comme disait Christian tout à l'heure, il y a les outils, il y a l'organisation, il y a de la réflexion, il y a aussi de l'entraide, de l'échange qui va beaucoup aider un indépendant aussi dans sa réussite. On peut réussir seul, hein, clairement, je pense que c'est faisable, mais à plusieurs, clairement, on a quand même des chances d'être soutenu. On connaît tous notre métier de recruteur. Il y a des journées où c'est génial, tout est top parce qu'on a 4 candidats qui passent. Le lendemain, on en a 3 qui font des refus de propal. On a juste envie de s'enterrer sous terre. Et c'est vrai que le fait d'avoir d'autres recruteurs avec qui échanger, avec qui parler, les indépendants parlent beaucoup entre eux. Hein. Ils ne sont pas du tout en concurrence comme on peut le voir en cabinet, parce que justement, ils ont besoin un peu de se soutenir les uns les autres. Tout à l'heure, notamment, Amélie, tu parlais aussi pas mal de la partie vie pro, vie perso. C'est vrai que généralement, moi j'ai beaucoup de recruteurs avec qui j'échange. Je me rends compte que l'impact est 10 fois plus important que quand on est salarié d'une entreprise. Donc la vie perso et la vie pro sont très très liées quand on est indépendant. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument avoir effectivement réfléchi avant son lancement. Quels seront les impacts, parce que ça peut venir tout chambouler aussi dans son organisation par la suite. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont importants. La solitude, l'isolement, qui est clairement, je pense, le fléau numéro 1 pour un indépendant pour qu'il plante sa structure. C'est vraiment quand il se retrouve tout seul et isolé. Et là aussi, il faut trouver des systèmes. Le collectif en est un. C'est pas le seul, hein. Il y a des échanges qui peuvent se faire à côté entre indépendants, mais le collectif en fait partie. Et puis après, bien s'entourer, bien se préparer. Donc ça peut être par la formation, et Amélie, je crois, en reparle après, mais par de la formation. C'est effectivement par un expert comptable, si on manque une société, d'avoir un bon expert comptable. Je veux dire, personnellement, je suis pas expert comptable, je vais pas vous aider à monter votre boîte et à vous expliquer tout ce qu'il faut faire, et aller chercher des professionnels, des experts de leur domaine, et chacun va amener sa pierre pour que, au moment du lancement, en fait, vous ne devez plus vous poser ces questions-là. Normalement, les réponses, elles ont déjà été apportées de manière à ce qu'au moment du lancement, vous vous concentriez uniquement sur le lancement et le développement de votre structure. Donc voilà, ça, c'est les points qui sont assez importants et qui ressortent à chaque fois. Et je vais laisser effectivement Amélie poursuivre sur la partie formation au lancement et au développement. Exactement. Ce qui est hyper important, une fois qu'on a fait cette petite partie réflexion, introspection sur sa vie personnelle, sur son statut, etc., c'est de réfléchir au grand triptyque du recrutement indépendant. Il y a 3 choses qui sont primordiales dans la création d'une offre. C'est tout ce qui va être prestation, positionnement et tarification. Les prestations, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire que du sourcing? Est-ce que je vais être en RPO? Est-ce que je vais être en télétravail à 100%? Est-ce que je vais faire des entretiens, des prises de référence, des entretiens techniques? C'est voir en fait et valider, prévalider son process global. Ensuite, on va s'occuper de la partie positionnement, qui est le nerf de la guerre dans notre métier, parce que selon ton positionnement, tu ne vas pas facturer de la même manière, entre guillemets. Par exemple, on dit souvent qu'il y a des petits profils et des gros profils. Je vous la fais très très courte et très très simple, mais généralement, les profils un peu experts, un peu compliqués, c'est du petit, il y a très peu de volume, c'est de la petite quantité mais cher. Alors qu'il y a certains profils, c'est de la quantité, on en a beaucoup, on a du volume, mais pas cher.
l'un est pas mieux que l'autre. C'est selon vous, déjà votre spécialisation. C'est bien de faire une cohérence de parcours, hein, très sincèrement. Mais à vous de voir en fait la partie positionnement. Donc ça peut être les supports, ça peut être un domaine métier, ça peut être la finance, le BTP, ça peut être l'IT, l'hôtellerie-restauration, les startups, la tech, etc., etc. Une fois qu'on a choisi son positionnement, on va pouvoir appliquer la tarification, la dernière partie du triptyque. Et là, au niveau des tarifications, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui. Il y en a 3. Il y a plein de possibilités qui existent, mais soit on va prendre un pourcentage du salaire du candidat qu'on va recruter, soit on va prendre un montant, soit on va travailler à la journée en recrutement, et c'est ce qu'on appelle le TJM. Voilà, donc ça, c'est la partie un petit peu... état de lancement. Et une fois que vous avez bien acté cette partie-là, on va commencer à se développer. Alors, le développement, première chose qu'on peut déjà faire, c'est un petit peu, par exemple, être sur LinkedIn. Je vois beaucoup de personnes, je me rappelle plus Christina à l'époque quand tu t'étais lancée, mais qui se disent « Ok, je suis recruteur indépendant » et ils ont une page LinkedIn qui est vierge ou qui est très très peu remplie. Je me rappelle plus à ton lancement, Christina, tu étais sur LinkedIn, tu étais à quel... t'en étais où? Je commençais à peu près en même temps à être sur les réseaux. J'avais refait ma page LinkedIn, j'avais commencé un petit peu à communiquer sur LinkedIn. Et c'est vrai que la première étape, la première chose qui m'est venue à l'idée lorsque j'ai commencé, c'est de relancer tout mon réseau. Puisque initialement, j'ai toujours été dans le BTP, donc je me suis dit, mes prospects sont là, mes candidats sont là. Donc j'avais fait une petite extraction sur LinkedIn et j'avais contacté après la plupart des contacts en tout cas, qui pouvaient m'intéresser pour leur dire coucou, je suis là, je me suis lancée à mon compte. Est-ce qu'on peut discuter et est-ce que je peux vous accompagner en tout cas dans vos recrutements en tout cas au sein de votre société. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Et d'ailleurs, je continue de temps en temps à toujours relancer mon réseau, puisque à l'instant T, il n'y avait pas de besoin. Peut-être que maintenant, il y a des besoins. Donc, c'est vraiment, pour moi, le meilleur conseil, en tout cas, lorsqu'on démarre, commencer par le réseau. Allez pas chercher les meilleures personnes qui pourront vous recommander, c'est les personnes qui vous connaissent déjà. Et c'est le plus simple. Moi, je trouve que j'ai pas réellement eu de difficulté à avoir mes premiers clients. Ça me paraissait tellement logique d'aller voir mon réseau que très rapidement, j'avais déjà mes 3 premiers clients avec qui ça se passait très bien et puis je suis d'ailleurs toujours en train de travailler. Et voilà, faut vraiment pas chercher compliqué. Faut vraiment, surtout s'il y a des personnes comme moi qui étaient issues de cab ou d'agences, si on est dans le même secteur, on sait généralement où ça recrute. Donc dans la logique, vaut mieux aller déjà dans ces entreprises-là où c'est plus simple, plutôt que d'aller chercher absolument à développer des sociétés où on n'a pas encore les contacts, on ne sait pas forcément où aller. Voilà, il faut vraiment utiliser son réseau à fond. C'est clair, aller chercher... pardon, mais aller chercher... tout ce qui est aller chercher tout ce qui est anciens collègues, anciens employeurs dans la limite du légal, anciens clients si on était en cabinet, en agence d'intérim, anciens candidats aussi, hein, on peut faire une double prospection en se disant je reprends un peu des candidats d'avant. Et d'ailleurs, petit tips LinkedIn, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle petite fonctionnalité, reprendre contact avec son réseau sur LinkedIn. Ça peut être une petite astuce aussi à travailler pour cet été, pour les recruteurs qui se lancent ou ceux qui ont envie de refaire un peu de pipe client, un peu de prospection, aller chercher un peu ce côté-là, mais retravailler le réseau, reprenez contact avec eux. Vas-y Amaury, je t'en prie. Ouais. Alors, c'était aussi pour rebondir, parce que c'est vrai que la connaissance de son expertise, on a un petit peu parlé tout à l'heure dans l'organisation de sa prestation, mais la connaissance de son expertise va aussi beaucoup influencer sur sa réussite dans son lancement. Moi, j'en ai plein qui m'appellent et qui me disent je suis plutôt généraliste. Oui, un recruteur peut être généraliste, mais c'est vrai que s'il va être identifié à travers une ou deux expertises principales, il a beaucoup plus de chances après sur LinkedIn dans sa communication d'être repéré aussi par des prospects, par des candidats et vraiment aussi de pouvoir faciliter son lancement et son réseau et d'organiser son réseau autour de ça. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir aussi au moment de se lancer, enfin même un peu avant de se lancer, mais de se dire sur quelle expertise je vais et comment je vais communiquer à mon réseau sur cette expertise-là. Et je suis d'accord, Christina, on peut très bien commencer à communiquer avant même d'avoir vraiment lancé sa boîte
on peut tout à fait faire un peu de teasing, ça marche aussi. Là, on est on est début juillet. Profitons de juillet-août pour faire un peu de teasing pour ceux qui veulent se lancer début septembre. C'est aussi le bon moment de commencer à se montrer, etc. Voilà. Après, on n'est pas tous à l'aise avec la communication, mais il y a plein de manières de communiquer sur LinkedIn pour expliquer son lancement. Oui, et c'est important aussi de se dire, OK, c'est quand le lancement opérationnel? Donc là, par exemple, les personnes qui veulent se lancer, c'est septembre. Et en septembre, tu vas pouvoir mettre des posts, tu vas pouvoir, voilà, peut-être mettre ta plaquette commerciale, mettre en avant ton site, faire une vraie communication active. Et tu peux très bien, en parallèle, de juillet à août, envoyer des messages de relance, envoyer un peu des mails de prospection, préparer ses templates, etc. Il y a aussi toute une préparation. C'est pas, hop, je me lance en septembre, j'envoie des messages. On peut aussi le faire un petit peu en sous-marin, en fantôme, commencer à prendre contact, parce que c'est vrai qu'entre le moment où on contacte un client et on signe un mandat, il peut se passer une semaine, voire plus, si on tombe sur le mois d'août, ou le mois de mai, ou le mois de décembre. C'est des mois creux chez nous. Ça peut être un petit peu plus long, très clairement. Ouais. Et pour rebondir sur la partie, avant de finir, on va dire le lancement développement, mais c'est vrai que là aussi, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec tout ça, c'est vrai qu'on en a souvent discuté avec Christina et Amélie, l'intérêt des collectifs, ça va être aussi d'accompagner par rapport à ça. Vous allez communiquer sur LinkedIn, on va relayer l'information, on va la republier, ou au moins on va la liker, la commenter. Et donc, ça va vous aider aussi à vous donner de la visibilité. Donc ça, c'est aussi un point qui peut venir aider peut-être des personnes qui sont moins à l'aise avec cette communication, en tout cas, et cette manière de fonctionner. L'accompagnement là-dessus est un vrai plus. Et puis, effectivement, les outils qui vont être apportés, on parle beaucoup de LinkedIn parce que ça reste quand même un outil de communication dans notre milieu et de sourcing, etc., qui est, pour l'instant en tout cas, hyper important. Et c'est vrai que les outils, on le sait, coûtent très cher dans le recrutement. Donc aussi, le fait de faire partie d'un collectif peut aider à avoir tous ces outils-là et donc d'accélérer son lancement par rapport à quelqu'un qui serait peut-être seul. D'ailleurs, si je peux me permettre, effectivement, ça m'a grandement aidé. C'est vrai que aujourd'hui, les outils qu'on a à nos dispositions sont pratiques, mais ont quand même un coût. Lorsqu'on démarre, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir investir des montants à 4 chiffres, voire même 5, pour avoir des outils. Et c'est vrai que ça a vraiment, pour le coup, le fait d'avoir intégré du coup Rec Partenaire, ça m'avait vraiment aidé, ça m'avait vraiment donné un coup de boost, en tout cas pour mon début d'activité. Et c'est vrai que faut pas hésiter en fait à aller vers d'autres personnes, à aller demander du renfort ou de l'aide ou de l'accompagnement si vraiment vous voyez que vous êtes en difficulté. Au contraire, justement, comme disait Amaury, la force, c'est qu'on a un groupe et si jamais il y a des difficultés, il y a quelqu'un d'autre qui pourra venir aider, ou même Amaury toujours disponible justement pour répondre aux interrogations et pour... désolé, je t'envoie des fleurs, mais toujours disponible et toujours avenant en tout cas pour pouvoir aider dans les difficultés, puisque c'est vrai que moi, dès que j'ai une question, j'allais voir Amaury, même beaucoup de fois. Il a toujours su répondre de manière simple et très avenante pour pouvoir m'accompagner au mieux, en tout cas pour ce démarrage. Merci, Christine. Ouais, c'est un vrai accompagnement, le collectif, et c'est sur du long terme. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a des questions au début, mais on a aussi des questions par la suite, et après on a des difficultés. On va aussi le voir juste après. Je reviendrai juste sur deux, trois petites choses sur la prospection. On parle beaucoup de LinkedIn, et c'est vrai que on ne peut pas égaler LinkedIn aujourd'hui. On ne peut pas faire sans, en tout cas en tant que recruteur. Mais il existe aussi plein d'autres choses à mettre en place. J'avais lu un article récemment qui était super intéressant et qui disait qu'aujourd'hui, pour 2024, la prospection pour les indépendants, ça va être en fait un système d'effets cumulés. Et l'effet cumulé, c'est de cumuler du coup, plein de petites choses. C'est vrai qu'avant, Christina, quand tu as fait la formation, moi je me suis lancée en 2019 en tant que recruteuse, faire un post sur LinkedIn une fois par semaine ou s'inscrire sur Malte, ça suffisait.
Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, en 2024, ça suffit plus et c'est loin, très très loin d'être suffisant. Et en fait, il faut cumuler plein de choses. Il faut être sur les plateformes généralistes, pas que Malte, il y en a plein d'autres. Il faut être sur les plateformes spécialisées pour recruteurs. Il faut se faire accompagner soit en formation prospection, avec moi par exemple, ou avec Amaury sur la partie collective qui peut vous aider aussi sur tous les outils, la partie prospection. Il faut essayer de faire de la pige, il faut de l'emailing aussi, ça fonctionne bien, créer des newsletters, créer plein de petites choses pour du coup continuer par la suite et pouvoir se développer. Et après, on passe un petit peu une phase que tout le monde vit au moins une fois en tant que recruteur indépendant. C'est un petit peu ce qu'on appelle les premières déceptions. Qui sont assez terribles. Moi, je peux le voir avec mes stagiaires. Les premières déceptions, ça va être notamment la partie impayée. Il y a beaucoup d'impayés dans le monde du recrutement indépendant, dans notre milieu à nous. Ça peut faire mal, pour le coup, sur les débuts. Il y a aussi un changement un peu de rythme quand, par exemple, au fur et à mesure des années, en fait, quand par exemple, la première année, on bénéficie plus de l'ACRE, c'est ça, hein, oui, c'est ça l'exonération d'impôts, automatiquement, on paye plus d'impôts. Ah, j'avais pas compté. En fait, j'avais pas calculé que l'État allait me prendre autant d'impôts. Ou le Pôle emploi s'arrête, etc. Et ça, c'est un peu les premières déceptions qui sont liées au recrutement indépendant, en plus des déceptions classiques de mon candidat n'est pas passé, quoi. Les montagnes russes, ça change pas de votre quotidien de recruteur. Vous le vivez juste fois deux en tant qu'indépendant. Mais voilà, Christina, si tu veux nous donner un peu toi aussi ton retour sur ces premières déceptions qui arrivent et arriveront à tout le monde, en tout cas. Oui, effectivement, comme tu le disais, la plus grosse déception aujourd'hui, ça a été les impayés. Puisqu'en soi, c'est vrai qu'on va pas se mentir, le nerf de la guerre quand même, c'est de gagner aussi sa vie en faisant ce qu'on aime, en faisant ce métier-là. Et c'est vrai que en France, on a une manie, justement, les entreprises ont une manie de vouloir payer sous 60, 90 jours, voire plus. Donc c'est vrai que si déjà on ne détecte pas les entreprises qui peuvent être malhonnêtes, entre guillemets, ou à vouloir pousser le paiement le plus long possible dès le début, on se fait avoir. Nous, on travaille. Moi, du coup, j'ai décidé de travailler exclusivement au succès. Donc, voilà, c'est aussi un choix. Donc, c'est vrai que je subis pas mal je l'ai très mal vécu, ces histoires d'impayés. Là, j'en ai beaucoup moins, puisqu'aujourd'hui, je choisis mes clients. Mais c'est vrai qu'au début, on dit un peu oui à tout, parce que il faut avoir des clients, il faut faire rentrer de l'argent, etc. Et très rapidement, donc nous, en tant que recruteur à succès, on travaille des fois plusieurs mois, et encore des mois et des mois et des mois, pour finalement faire le recrutement et attendre encore le préavis du candidat, et ensuite le délai de paiement. Donc, des fois, il y a facile 6 mois qui se passent. Et en attendant, nous, on est là, on mange des pâtes, on attend de voir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est vrai que si on n'a pas les épaules pour se dire, OK, ça va arriver, il faut qu'on tienne, il faut qu'on trouve un plan B, il faut qu'on essaie en tout cas de se remettre en question, de dire, OK, comment détecter justement ces entreprises-là qui ne vont pas forcément jouer le jeu, qui ne vont pas avoir forcément qui vont pas reconnaître en tout cas le métier de recruteur. Parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une entreprise agit comme ça, c'est qu'elle n'a pas réellement compris l'enjeu du recrutement, elle n'a pas compris réellement ce que c'est d'être recruteur. On a beau travailler 4 mois sur 3-4 mois, je trouve ça beaucoup, sur un recrutement, l'entreprise, elle va considérer qu'elle peut décider de nous payer sous 60-90 jours. Moi, j'ai eu des petits soucis où j'ai eu des paiements 90 jours plus tard, c'est toujours pas réglé. On est en train de se battre, d'ailleurs, en train de toujours te batailler pour être payé, pour être payé tout court. Et c'est vrai que il faut avoir je sais pas si c'est de la persévérance, mais je sais même pas comment dire ça, mais il faut pas hésiter en fait à taper du poing, même si c'est vos clients, et les éduquer. Je parle d'éducation parce que oui, effectivement, il faut éduquer ses clients à payer dès le départ et à comprendre que nous, on travaille pas pour rien. C'est-à-dire que on va pas attendre 6, 7, 8 mois, voire même 1 an parfois pour être payé. C'est clairement impensable. Donc, effectivement, ça a été une grosse claque lors des débuts. Là, j'ai très vite rebondi. Je me suis dit, OK, là, ça va pas. Entre les clients qui répondent pas, les clients, nous, on dépend beaucoup de l'activité aussi des entreprises. Donc, il suffit qu'au début, un client soit ultra réactif, mais
Peut-être qu'après, il a aussi des impératifs de son côté, ce que je peux comprendre. Nous, on est là, on attend. Les candidats attendent. On perd les candidats en cours de route. Donc, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. Il faut vraiment être conscient que le succès ne dépend pas forcément que de nous. Petite question, Christina. Pardon, petite question. Il y en a pas mal sur le chat qui sont en train de dire que eux, ils travaillent à la compte. Voilà. Ça peut être un lien. Est-ce que toi, de ton côté, tu bosses aussi à la compte? C'est vrai qu'on dit souvent dans le cas d'impayé qu'un acompte, ça bloque un petit peu le client. Et voilà, un client qui paye un acompte, il sera plus susceptible, entre guillemets, de payer l'intégralité de la note. C'est pas toujours le cas, mais ça peut un peu valider. Est-ce que toi, tu bosses à la compte, du coup, ou l'art? C'est très, très rare que je bosse à la compte. C'est vrai que moi, je suis dans un secteur où la compte passe pas forcément. J'ai tenté. Peut-être que j'avais pas forcément les bons arguments, mais en tout cas, c'est pas forcément passé. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours, dans mes prises d'entreprise, toujours travaillé au succès. Donc, je suis restée dans ce business model-là qui me convient très bien. Effectivement, il y a le risque, en étant au succès, de manquer d'implication, on va dire, de la part du client, mais il y a aussi des très bons clients avec qui on travaille au succès. En fait, c'est juste une question de sélection et de savoir détecter les red flags au bon moment. Moi, généralement, je travaille au succès, pardon, excuse-moi, je termine. Quand je travaille au succès avec les entreprises, je leur parle dès le début. Je leur dis, écoutez, donc, ok, on peut fonctionner au succès. Par contre, moi, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas du tout bien, ou si je vois que vous ne jouez pas le jeu, on arrête. Et dans ces cas-là, moi, je passe à autre chose et je perds très peu de temps, en tout cas, sur les clients où je sens que ça va mal se passer ou que je dois courir après des paiements, etc. Ouais. Après, c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que ça va beaucoup dépendre des expertises sur lesquelles on est, parce que c'est vrai que les expertises vont pas du tout fonctionner de la même manière. Enfin, quelquefois, les clients fonctionnent pas de la même manière. Par contre, l'avantage aussi quand on est indépendant, c'est que, entre guillemets, on n'a pas besoin d'avoir 100 clients à gérer. Souvent, on a un nombre de clients plus restreint qu'on choisit, avec qui on a éventuellement l'habitude de travailler et avec qui on va travailler toute l'année. Et comme tu disais tout à l'heure, cette chance de pouvoir faire vraiment le choix des clients avec qui on veut travailler, va aussi normalement éviter un maximum les impayés. Et puis, ce qu'on voit quand même plus, en plus, enfin, les impayés, on en voit, mais ce qu'on voit le plus quand même, c'est surtout des retards de paiement. Effectivement, tu l'as abordé tout à l'heure, les 60 jours, les 90 jours, voire quelquefois plus. Et clairement, un indépendant, il ne peut pas attendre 3-4 mois de recevoir une somme d'argent concernant un recrutement qu'il a fait. Alors, tant qu'il touche le chômage, certains diront, bon, ça va encore, on peut s'en sortir avec le chômage, sauf que, bon, ça, c'est une chance française, mais le chômage n'est pas éternel non plus. Et donc, souvent, c'est là où on va avoir des déceptions aussi qui vont arriver au bout d'1 an et demi, 2 ans. C'est si la trésorerie est très, très abîmée par toutes ces choses-là, ou qu'on a mal, en tout cas, géré cette partie trésor en parallèle du chômage qui venait de tomber tous les mois. Tiens, question intéressante, Amaury et Christina, pareil, vous conseillerez combien en termes de trésorerie à stocker un peu au quotidien pour pallier du coup ces premières déceptions des impayés, des déceptions côté candidat? Un chiffre, un montant, alors une fourchette, hein, d'accord, on ne veut pas un montant fixe, mais voilà, une idée, ça peut être intéressant d'avoir votre retour sur ça. Ça dépend après des charges aussi qu'on a. Oui. C'est vrai que quand on est indépendant, on n'a pas beaucoup de charges. Après, plus on se développe, plus on a des charges. Mais il faut se dire, faut au moins avoir au minimum 3 mois d'avance. On doit dire 3 mois où vous pouvez payer vos charges et que rien derrière ne rentre. Après, le mieux, c'est d'avoir quand même 6 mois d'avance, hein, comme je le dis. Mais voilà, en général, c'est des choses qui vont revenir souvent. Est-ce que vous allez entendre? On nous demande d'avoir au moins 3 mois d'avance sur la trésorerie. Ouais. Okay. Et j'aurais dit la même chose, au moins 3 mois, et bien bénéficier justement pour ceux qui toucheront le chômage, en tout cas cette période-là, pour effectivement essayer de vivre le plus possible éventuellement de son chômage et pouvoir très rapidement mettre ces 3 mois de côté sur la société, parce que c'est vrai que voilà, ça peut vite arriver, ou alors ne serait-ce que tiens, on arrive au mois d'août, on a envie de se faire 3 semaines de vacances et peut-être profiter un peu plus. Parce qu'un indépendant a le droit aussi de s'éclater pendant ses vacances, eh bien, il pourra à ce moment-là jouer un peu avec cette trésorerie qu'il aura réussi à mettre de côté. Donc, c'est vrai que n'ayant pas de salaire fixe qui tombe tous les mois, il faut bien
faire en fonction des vacances qu'on va avoir et bien faire aussi en fonction des périodes. On en parlait tout à l'heure. Le mois d'août est quelquefois une période qui peut être un petit peu plus compliquée en fonction des expertises. Il y a décembre, il y a le mois de mai, s'il y a beaucoup de ponts comme cette année. Alors, les salariés sont contents, les indépendants, ça peut être un peu plus touchy. Donc voilà, il faut pas... c'est important au moins d'avoir ces 3 mois, je suis d'accord. 6 mois, c'est l'idéal, en tout cas, parce que clairement, 6 mois, normalement, on arrivera toujours à rebondir. Mais 3 mois, c'est, je pense, un minimum. Ouais. 3 mois, ça permet vraiment de... Excuse-moi, ça permet vraiment de rebondir. On sait déjà que si le premier mois, on est dans le négatif, le deuxième mois, on commence déjà à réagir. Si vraiment, pendant 3 mois, on est sur un déclin, bon, là, il faut quand même vraiment tout retravailler. Mais voilà, c'est rare que vraiment, pendant 3 mois, on soit dans une sphère négative. Ouais. Donc, c'est pour ça que 3 mois, c'est quand même le mieux, en tout cas, pour anticiper. 3 à 6 mois, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est dans la partie collectif aussi, Amaury et Christina, tu as dû le voir aussi, c'est que tu as toutes les aides avec des équipes administratives qui peuvent accompagner sur cette partie impayée, parce que c'est vrai qu'on ne l'aborde pas et on ne va pas tout aborder, mais faire une mise en demeure, on avait déjà parlé dans la formation Christina, mais faire une mise en demeure, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose d'évident non plus, et être accompagné sur toute cette partie démarche, admin impayé, ça je trouve que c'est un vrai plus sur la trésorerie, sur la facturation. Apprendre aussi à gérer ton argent, personne nous l'apprend. Moi j'avais fait une formation, je sais, quand je m'étais lancée recruteuse indépendante, donc voilà, ça c'est un vrai plus pour les collectifs aussi, si on peut mettre un petit +1 sur la gestion administrative impayée, etc. Oui, c'est effectivement, c'est aussi l'intérêt du collectif, c'est que derrière, on a alors pour Reg Partners, moi j'ai une équipe de 3 personnes qui gèrent toute la partie administrative. Alors non seulement sur les factures, on va dire classiques, CDI, CDD, mais aussi l'intérim, puisque avec Reg Partners, on peut effectivement faire de l'intérim puisqu'on a une structure de travail temporaire au sein du cabinet qui va prendre en charge les intérimaires. Et ça, c'est vrai que l'administratif intérimaire est un administratif qui est quand même beaucoup plus lourd, qui est assez lourd et qui revient tous les mois. Donc, c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir une équipe administrative qui puisse gérer tout ça à la place des partenaires pour leur les libérer vraiment du temps. Je rebondis, là, j'ai vu un message d'Amine qui disait c'est important de proposer l'intérim pour lisser les rentrées d'argent. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on avait mis l'intérim dans le pack de Reg Partners, parce que clairement, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'intérim, avoir un matelas qui est récurrent et qui va tomber tous les mois grâce à l'intérim va aussi beaucoup les aider dans leur développement. Christina, je sais que toi, c'était effectivement un point qui était important pour toi, l'intérim aussi pour ça, c'est que ça t'a permis de te construire aussi pendant ces 3 années pour pouvoir derrière avoir une structure solide. Donc l'intérim n'est pas à négliger quand on maîtrise quand même son sujet d'intérim, quand on sait en faire, parce que c'est quand même aussi un métier un peu à part, tout le monde ne sait pas faire. Mais voilà, c'est important. L'admin est important, on en parlait. Donc voilà les éléments en tout cas qui peuvent venir aussi accompagner les indépendants et qui ne trouveraient peut-être pas s'ils étaient vraiment seuls, isolés. Ou en tout cas l'intérim, ils ne pourraient pas en faire, ils sont obligés de passer par des structures de travail de groupe. Quoi qu'il arrive, ça c'est forcément un élément de plus. Carrément, je suis d'accord avec toi. Après, tout le monde ne connaît pas l'intérim, c'est un métier, c'est particulier. Je pense que quand tu ne connais pas l'intérim, se mettre recruteur indépendant avec un deuxième business model intérim, je trouve ça, à part si accompagnement, formation, pour le coup, et moi j'y connais rien, tout seul, c'est complexe quand même. Je ne sais pas, Christina, ton retour. Moi, je sais que l'intérim, c'est un monde que je connais très très peu. Jamais j'aurais pensé partir sur le modèle intérim en plus du modèle recruteur freelance classique. C'est vrai qu'effectivement, à chaque fois, il faut switcher. Parce que, comme je disais au début, l'approche n'est pas la même. Donc, quand on est sur de la prospection en intérim, de la prospection sur du placement en CDI, il faut qu'on switch. L'approche n'est pas du tout la même. Et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué d'avoir les deux. Parce que c'est vrai qu'initialement, moi, je faisais que de l'intérim. J'ai dû faire peut-être 2 placements dans ma vie avant de me lancer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dû me dire, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je suis moyenne, on va dire, dans les deux, ou est-ce que je me spécialise et je me spécialise sur la partie recrutement, je parle, pas forcément de secteur, et du coup, je délègue cette partie intérim du coup à quelqu'un. Du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la suite de mon développement, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'occupe exclusivement de la partie intérim, ce qui, moi, me permet de laisser du temps pour que je puisse me concentrer pleinement sur la partie recrutement.
Ouais. Mais moi, je vois dans les 30 partenaires aujourd'hui qu'on a chez REC, il y en a peut-être 4, 5 qui font de l'intérim. Les autres n'en font Ah pas du ouais, tout. Ouais, mais parce que quand effectivement, même. mais s'ils n'ont pas la culture, c'est vrai qu'ils en font pas. Par contre, ceux qui font de l'intérim font beaucoup d'intérim. C'est voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais par contre, là, en septembre, effectivement, je vais proposer une intervention d'un partenaire qui fait beaucoup d'intérim, qui va intervenir auprès des autres partenaires pour leur expliquer comment il fait, comment il propose, comment il vend la prestation intérim, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'ils s'entraident entre eux. Pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude d'en faire et qui veulent en faire, au moins d'être accompagnés sur ce point-là. Ouais, carrément, parce que l'intérim aussi, si je dis pas de bêtises, c'est un numéro différent d'identification. C'est pas le même métier que le recruteur indépendant. Il y a des droits, des devoirs. Il y a quand même des petites subtilités. Ouais, alors il est moins embêté en collectif avec ça, puisque effectivement, c'est l'entreprise qui va prendre en charge les intérimaires. Okay. Donc là, pour le recruteur, lui, ça lui permet de faire vraiment le même métier. Ça veut dire que j'ai un besoin d'intérim chez mon client, je recherche un candidat qui correspond aux besoins, et après, tout est pris en charge par la structure d'intérim. C'est top. Okay. Ouais. Donc ça, ça facilite, on va dire, un petit peu plus cette démarche-là. Mais il faut quand même le vendre à son client, donc il faut savoir le vendre et dans quelles conditions on propose ou pas de l'intérim. Et puis, ça nous permet effectivement d'enchaîner, parce que je vois qu'il est 13h10, d'enchaîner un peu sur la dernière partie, mais qui est extrêmement importante. C'est effectivement de viser le long terme, en fait, parce que bon, c'est bien de se lancer, c'est bien de se dire je touche le chômage, donc j'en vis pendant les 1 an et demi, 2 ans de chômage. Mais en fait, en réalité, un indépendant, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir vivre de son activité sur le long terme et de s'éclater dans ce qu'il fait avec ses clients et ses candidats. Donc, Amélie, je crois que tu voulais en toucher un mot, effectivement, sur cette partie-là aussi. Ouais, carrément. En fait, quand on a une vision un peu long terme, déjà, je pense que c'est important de se projeter en termes de chiffre d'affaires, qu'on soit en micro-entreprise ou en société. C'est important de se dire, OK, la première année, j'aimerais faire tant, et pour faire tant, je dois avoir tel ou tel objectif. Ça, c'est important. Si on peut situer, déjà, une première année, moi, j'estime que 50 000 € sur une première année, c'est déjà une belle année pour un recruteur freelance. Donc, c'est bien de se situer. Alors, vous faites moins, vous faites plus, c'est comme vous voulez. La réussite, ça dépend de chacun, ça dépend des heures de travail, etc. Mais en tout cas, il faut se projeter pour avoir une vision long terme sur du chiffre d'affaires. Il y a toute une question de persévérance. Faut toujours garder le cap, faut toujours garder la motivation, il faut toujours garder l'autodiscipline dans le recrutement indépendant. C'est vous contre vous-même, très clairement. Donc, il faut tout le temps être à l'affût, être en veille. Et voilà, et beaucoup aussi se concentrer sur la partie sourcing, sur la partie candidat, sur la partie vivier candidat. S'entourer, penser aussi à quelque chose qui est très intéressant, c'est Amaury, tu l'avais évoqué, il y a une guerre entre cabinets de recrutement, depuis toujours, ça c'est une certitude. Il n'y a pas forcément de guerre entre recruteurs indépendants. On peut s'épauler, on peut faire des mises en relation, on peut créer un groupe de recruteurs indépendants en Bretagne qui bossent sur les métiers support et travailler ensemble. Il n'y a pas de règles dans notre métier, tant qu'on respecte les candidats, les clients et les gens. Mais du coup, il y a tout à faire. Donc, n'hésitez pas à faire des mises en relation pour des missions aussi, à s'entourer, être avec d'autres personnes et pas rester seul. Ça, je pense que c'est ce qu'on va retenir. On n'a pas encore terminé, mais ce qu'on peut retenir en tout cas de ce live, c'est de rester entouré, d'être avec d'autres personnes et de ne pas rester seul, en tout cas. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Ouais. Et je vois une question d'Amine, ce qui va permettre de rebondir pour justement après Christina. Il y a Amine qui dit, avez-vous des cas d'indépendants qui ont pu embaucher de nouvelles personnes et évoluer vers la création d'un cabinet de recrutement? Alors, je laisse intervenir. C'est son sujet. Mais en tout cas, au niveau de REC Partners, pour ceux qui sont indépendants, mais qui veulent quand même développer, on a mis en place un système de parrainage parce que tout le monde n'a pas envie de faire du management en direct, etc. Donc, on a plutôt mis un système de parrainage, mais qui va permettre de développer un petit peu aussi l'activité sous son propre nom, entre guillemets. Mais pour répondre pleinement à la question, je laisse effectivement Christina rebondir.
Du coup, effectivement, maintenant, je ne suis plus seule. Très rapidement, en fait, je savais que mon objectif, c'était pas forcément de rester en tant que recruteuse indépendante. Même je t'en avais parlé au moment de la formation, Amélie, que j'avais pour objectif justement de créer un cabinet. Donc, je vais être transparente. Le fait d'avoir été au sein de REG Partners, du coup anciennement Fab, m'a beaucoup aidé dans le développement, puisque j'ai pu avoir pour le coup vraiment un développement rapide. Parce que justement, il y avait cette sécurité de pouvoir être payé assez rapidement. C'est-à-dire que du coup, je leur déléguais la partie facturation et du coup, eux, me payaient mes factures beaucoup plus rapidement que les clients si j'avais été passée directement par eux. Ce qui m'a permis d'avoir rapidement ma trésorerie pour pouvoir justement commencer à réfléchir à ma stratégie pour la création du cabinet. Donc là, aujourd'hui, on est toujours en développement, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que, de toute façon, la première chose à laquelle il faut penser lorsque vous créez votre cabinet, c'est OK, est-ce que j'ai suffisamment de trésorerie pour pouvoir, du coup, avoir quelqu'un? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Quel type de société je veux créer? Puisqu'il y a plusieurs structures, enfin, il y a plusieurs. En fait, il y a mille et une façons en fait, de créer des structures. Donc, qu'est-ce que vous voulez réellement? Quel type de société vous voulez? Quel type de chef d'entreprise vous voulez être? C'est des choses qu'il faut vous poser comme question au début, puisque ça, je ne me le suis pas posé. Et c'est vrai que quand j'ai eu des personnes avec moi, je continuais à travailler en tant que recruteuse indépendante, alors qu'en fait, j'avais plutôt une nouvelle casquette qui était chef d'entreprise. J'ai encore du mal un peu à le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai eu du mal avec ce switch où du coup, je passais un peu sur du management. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut vraiment se poser au début. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Parce qu'il y a des gens qui finalement vont vouloir peut-être prendre des gens avec eux et finalement se rendre compte que, en fait, non, avoir des gens avec moi, ça me plaît pas et redevenir indépendant. Et c'est OK. C'est OK. Donc, c'est vraiment des questions à se poser avant de se lancer. C'est pas, oui, après, on dit la suite logique lorsqu'on est recruteur, c'est de faire grandir sa société, de prendre du monde, etc., d'avoir des salariés. Mais c'est pas une finalité. C'est pas du tout une finalité. Ça dépend de vous et de vos objectifs et de vos ambitions professionnelles. Moi, je sais que mon ambition professionnelle, ça n'a jamais été d'être toute seule toute ma vie. J'ai toujours voulu construire quelque chose, de quelque chose de périn, quelque chose de grand, quelque chose qui soit aligné aussi avec mes valeurs, avec ma vision aussi du recrutement et de pouvoir aussi avoir une équipe qui me ressemble. Aujourd'hui, Christina, tu pourrais estimer en pourcentage à peu près sur ton temps de travail combien de temps tu passes sur la partie recrutement encore, même avec la gestion, le management du cabinet, etc. À peu près? Je dirais peut-être 30-40%. Ah ouais, quand même. Le management prend quand même pas mal de temps. C'est un choix aussi. Je ne veux pas forcément me détacher du recrutement. J'aime ce que je fais. J'aime discuter avec les candidats. Donc, je le fais toujours. Peut-être qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus le faire. Et là, tant que je peux le faire, je le fais encore. Mais c'est vrai que la partie management prend quand même pas mal de temps, effectivement. Ouais, alors il y a le recrutement, il y a le management et la prospection commerciale pour continuer à développer. Donc là, il commence à y avoir multi-casquettes. C'est ça, la prospection commerciale, le fait aussi de toujours relancer les clients aussi pour les paiements, encore et toujours, hein, ça fait partie du job. Non, il y a vraiment... faut être sur tous les fronts, mais après, c'est une question d'organisation, encore une fois. Faut vraiment travailler la gestion du temps et la gestion des priorités. On en parle souvent, même quand on est en entreprise, on en parle souvent, mais là, c'est vraiment le plus important lorsqu'on est à son compte, c'est de savoir gérer. Ouais, je suis d'accord. Même indépendant, hein, hors cabinet, la gestion de son temps, la gestion d'agenda. Il y a un petit outil, moi, qui m'avait pas mal aidé, qui s'appelle Time Tracker et qui te permet, alors c'est toi qui renseignes tes créneaux, mais ça te dit vraiment combien de temps tu as passé cette semaine sur le sourcing, combien de temps tu as passé à écrire des mails. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais répondre à des mails, écrire des mails, des fois, ça nous prend 1 à 2 heures par jour minimum. Combien de temps? Et c'était sympa de différencier tes projets à toi, hors recrutement, et tes projets pour les autres, les fameuses priorités des autres. Donc ça peut être intéressant de traquer son temps sur 1 mois et après de faire un peu le bilan en disant là, j'ai passé X temps par semaine à faire ça et au final, parce qu'une boîte c'est fait pour faire de l'argent hein, de base, ça m'a rapporté que tant en termes de pourcentage, alors que ça en fait ça me rapporte tant, ça peut être plus intéressant d'axer mon temps de travail sur ça, etc. etc. C'est vrai. C'est vrai que j'ai fonctionné comme ça aussi. Moi, j'utilisais Toggle pendant plusieurs mois. Et là, je me suis rendu compte que je passais mes journées à répondre à mes mails.
Pareil, pas du tout. Ouais. Ça m'avait marqué. Vraiment, je passais facilement la moitié de ma semaine à répondre à mes mails. Ouais. C'était ma boîte mail. Enfin, c'était, je me dis, ok, on va revoir un peu l'organisation. Il faut bien mixer ce temps de faire du commercial, d'aller chercher des clients, des nouveaux prospects, et en même temps les temps de recherche, de sourcing, parce que, mine de rien, le sourcing prend quand même beaucoup de temps, donc il faut pouvoir le dégager. Tout en ayant un petit peu de vie perso quand même, hein. Donc voilà, il faut imbriquer tout ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, a priori, Christina, tu es plutôt en réussite là-dessus, et c'est top en tout cas, effectivement, de voir en 3 ans l'évolution que tu as pu avoir avec One Tilt, et pourvu que ça continue comme ça avec encore une équipe plus importante par la suite. Ça sera top. Il nous reste 10 minutes, donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir répondre à quelques questions qui ont dû être posées dans le chat. Et n'hésitez pas à continuer à en poser par rapport à ce que vous souhaitez savoir. Par exemple, Radia qui vient de poser une question à l'instant. Quel outil de sourcing pour vous préconiser quand on démarre? Quel outil de sourcing? Une licence LinkedIn, au moins une premium, la base, celle qui est à 50 € par mois. Alors, si vous êtes dans un collectif et que vous avez d'autres outils, tant mieux. Mais je dirais, voilà, LinkedIn, ça dépend des secteurs d'activité, mais c'est pas mal de quand même avoir une licence payante pour accéder à un peu plus de contacts. Moi, je sais que dans l'IT, je bossais avec une extension sur GitHub qui marchait super bien. Donc, j'allais sur les profils GitHub, je cliquais sur l'extension et j'avais accès automatiquement aux mails. Donc ça m'avait pas mal aidé sur la partie IT. Et effectivement, oui, David, il y a Hello Work. Donc, Hello Work, c'est un job board. Là, vous pouvez trouver des profils. C'est top, mais ça a un coût financier. Oui, c'est vrai que les outils, c'est souvent une question qui revient parce que les outils coûtent très cher, je le disais tout à l'heure, enfin en tout cas pour certains outils. Et il est important aussi que l'indépendant qui se lance puisse aussi retrouver des outils performants, surtout pour ceux qui ont été en cabinet avant de se lancer. Faire 300 000 en cabinet avec 15 000 outils et se retrouver indépendant avec 0 outil, on ne pourra pas faire le même chiffre d'affaires et on ne pourra pas se lancer de la même manière. Donc oui, c'est très important les outils. Je suis d'accord sur la licence LinkedIn. Alors, en collectif, ça nous permet de proposer la RPS, donc c'est encore plus avantageux, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, des licences LinkedIn Premium sont hyper importantes sur l'approche des candidats. Après, quand on se lance en indep, avec Pôle emploi, on peut facilement aller chercher gratuitement des candidatures dessus. Il y en a encore, heureusement, mais plus on va avoir d'outils à côté que d'autres indépendants n'ont pas ou que certains cabinets même n'ont pas, plus on va mettre des chances de son côté, en tout cas d'être un bon concurrent des cabinets et de pouvoir aussi faire correctement son métier vis-à-vis de ses clients. Il ne faut pas oublier qu'il y a une crainte chez le client de se dire « Ah, il est indépendant, donc il n'aura peut-être pas les outils qu'il faut pour m'accompagner ». Enfin, c'est des questions que moi, j'ai déjà aussi entendues, des retours que j'ai eus. Donc, c'est vrai que négligez pas, en tout cas, cette partie outils dans votre lancement, en tout cas, ou dans ce que vous allez budgétiser dans votre lancement. Et à l'inverse, je pense que ne misez pas tout sur les outils aussi. Se former au sourcing et se former et apprendre les requêtes booléennes ou les requêtes sur Google, c'est la base numéro 1. Et un outil, ça ne vous sauvera pas. Et je bossais avec un grand cabinet de recrutement qui me prenait à la base comme sourceuse freelance et il me disait, moi, je prends aussi un recruteur indépendant parce qu'il va me trouver des profils hors Hello Work. Et c'est vrai que, voilà, les outils, c'est top. C'est une aide, c'est un plus, mais à la base, il faut quand même, ce qui pour moi fonctionne le plus, c'est la partie sourcing pure, et c'est le message d'approche, la façon de vous travailler votre vivier, etc. Voilà, il n'y a pas que les outils, parce que je sais que c'est souvent la question, mais quel outil? Mais les outils ne font pas tout, hein. Il y a quand même un petit travail derrière sur le sourcing. C'est une chose, trouver les candidats, c'est pas le plus compliqué, ils sont généralement tous là. Par contre, les contacter, leur donner envie de nous répondre, ensuite de susciter l'intérêt, de continuer à avoir de l'intérêt tout le long du process jusqu'à justement la proposition. Il y a tout un travail derrière, c'est une approche, c'est vraiment... faut pas penser que notre travail s'arrête juste à chercher un CV et puis appeler le candidat.
Je pense que du coup, si vous allez sur Hello Work, par exemple, où quasiment 3 agents sur 5 l'ont, le candidat, il doit se faire harceler toute la journée. Donc, il faut vraiment arriver avec une approche différente. Et c'est là, aujourd'hui, où un recruteur fera la différence par rapport à un autre. Et un candidat se rappellera d'un recruteur plutôt qu'un autre parce que l'approche a été différente, parce que il a été plus jovial, un meilleur suivi, beaucoup plus à l'écoute. Enfin, il y a beaucoup de choses où il faut être conscient, en fait, avant de se lancer dans son sourcing. Et je suis d'accord avec Amine qui note le meilleur outil, la cooptation, notamment la cooptation en interne. Proposez à vos candidats en disant, voilà, si vous connaissez quelqu'un, si je prends par exemple l'exemple de Christina dans le BTP, qui, de près ou de loin, a envie de changer de job, a une idée précise ou non précise de ce qu'il veut le faire, je peux aussi prendre mon rôle d'agent de carrière et lui proposer peut-être une opportunité, voir avec lui une évolution, etc. Voilà, proposer la cooptation interne à vos candidats actuels. Et à chaque fois que vous avez un candidat avec un bon contact au téléphone, ça c'est vraiment quelque chose de super important. Et voilà, le travail par réseau, par recommandation, c'est la même chose que la cooptation. Voilà, la cooptation, généralement, il y a un petit billet derrière que la recommandation. Mais la cooptation marche d'ailleurs aussi bien pour les candidats que pour la prospection aussi. Hein. C'est rien de plus simple que finalement avoir des clients par son réseau et par la cooptation. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à le faire dans les deux sens. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Je vois qu'il y a une intervention de Radia. On n'a pas répondu tout à l'heure. C'est quelle organisation mettre en place rapidement dès le départ pour éviter d'en avoir partout et de ne plus savoir par où commencer. Alors là, c'est peut-être plus toi, Amélie, sur la partie un peu formation. Tu as une rubrique là-dessus sur son organisation de travail. Alors, quelle organisation mettre en place dès le départ pour éviter d'en avoir partout et de plus savoir où commencer? Ok. Là, c'est de la gestion de projet, ce qu'on appelle de la chefferie de projet. C'est hyper important de prendre un outil. Alors là, pour le coup, on va parler d'outils qui sont gratuits. Trello, c'est du Kanban, des colonnes, chefferie de projet, ou Notion, c'est un peu plus poussé. Si vous connaissez Trello, passez automatiquement sur Notion. Si vous partez de zéro, restez sur Trello, c'est déjà bien assez compliqué. En fait, il faut travailler par catégorie, d'accord? On met en place la partie triptyque, après la prospection, après le développement, après on fait une V2 et on continue, etc., etc. Mais vraiment pour débuter, je verrais vraiment une colonne. Si là, par exemple, on parle de la prospection sur mon Trello ou mon Notion, et une to-do list de choses que je dois faire, que j'ai repérées sur LinkedIn. Pareil, moi, sur mon Notion personnel, c'est ce que j'appelle ma propre business home. J'ai des pages par projet. Par exemple, aujourd'hui, même si c'est un chit-chat, il y a quand même une organisation, il y a de la technique. On s'est vu un peu avant avec Amaury Christina pour discuter ensemble. Ça a été une page projet dans mon Notion. Donc, à chaque fois qu'il y a un projet, je fais une page Notion que je vais ensuite enlever de mon actualité. Donc là, tout à l'heure, hop, je vais l'enlever de mon actualité et de la stocker. On peut aussi se dire, j'ai à l'intérieur ce qu'on appelle un vide-cerveau. Ça m'a beaucoup aidé quand je me suis lancée recruteuse, surtout quand il y avait zéro contenu, alors que maintenant il y en a plein, et c'est tant mieux pour vous. C'est à chaque fois qu'on voit quelque chose sur LinkedIn, une plateforme, j'entends parler, là aujourd'hui, on a eu 2-3 noms d'outils, 2-3 choses, je vais les stocker sur mon Notion. Et je vais les stocker en vide-cerveau. C'est-à-dire que je ne les trie pas, je les stocke en masse et je stocke toutes les informations. Et après, au fur et à mesure, je vais revenir sur ça et retravailler. Moi, c'est comme ça que j'ai mis en place toute une organisation de recruteurs indépendants et derrière toute une organisation de formatrices pour recruteurs. C'est vraiment, faites-vous un vrai business home avec des suivis, avec des KPI, avec de la gestion client, etc. Sur un Notion ou un Trello. Donc, c'est vraiment aller sur de la chefferie de projet. Ce qui est hyper intéressant, c'est pour le coup, si vous avez un accès premium pour LinkedIn Learning, il y a énormément de formations gratuites sur de la chefferie de projet, de l'organisation. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et pour moi, ça, c'est on va dire une compétence hyper importante sur l'activité de recruteur. Donc, c'est vraiment des colonnes par catégorie avec des to-do list. Je vois une question de Vincent. Est-ce que Rec Partners assure le recouvrement en cas de non-paiement? Alors, et là,
je parle sous le regard de Christina. Oui, on s'occupe du recouvrement, notre service administratif s'occupe du recouvrement, aidé bien sûr de l'indépendant, parce que c'est lui qui connaît son client normalement, et c'est lui qui va aussi être amené quand même à garder un maximum d'échanges avec le client. On ne va pas remplacer cette partie. Les clients vous appartiennent. Donc, on va aider clairement au recouvrement. On est très présent et très embêtant vis-à-vis des clients aussi nécessaire pour recouvrir les factures. Par contre, par rapport à ce que Christina disait tout à l'heure, on peut faire de l'avance sur le paiement de facture. Par contre, si jamais la facture n'est jamais payée, Reg Partners ne prend pas à sa charge la facture d'un de vos clients. Voilà. Ça, je pourrais faire s'il y a des échanges en privé sur ce sujet. Et c'était pour répondre sur l'aide au recouvrement. Effectivement, elle est présente. Parfait. Okay. Eh ben, on a tenu l'heure qui était prévue. Un dernier petit mot, peut-être, Amaury, Christina. Amaury, dernier petit mot, dernière petite phrase avant de terminer ce live. Moi, j'ai envie de dire, ceux qui ont envie de se lancer, en tout cas, n'hésitez pas, échangez autour de vous. Il y a plein de recruteurs qui seront ravis de vous accompagner aussi sur votre lancement, pas que les collectifs, mais d'autres indépendants aussi. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner, n'ayez pas peur. Et puis, on vous aidera à prendre aussi les bonnes décisions. Christina. Pareil, ce que je voulais dire, du coup, effectivement, ne pas hésiter à échanger avec des personnes qui font déjà ce que vous faites. C'est super important, puisque très souvent, les meilleurs avis qu'on reçoit, c'est ceux qui sont déjà dans des positions que vous souhaitez être. Par exemple, je suis allée te voir Amélie parce que tu faisais du recrutement. Vous aurez des réponses beaucoup plus concrètes et ça vous permettra de vraiment comprendre les enjeux, en tout cas, de se lancer en indépendant. Et généralement, nous, en tant que recruteur indépendant, on est toujours assez ouvert lorsqu'il y a un autre recruteur qui vient échanger avec nous. On fait des cafés virtuels, on se rencontre même dans la vraie vie. Moi, il y a des recruteurs, même des créateurs sur LinkedIn qui sont recruteurs indépendants que j'ai rencontrés en dehors. Et effectivement, contrairement au cabinet où ils se tirent un peu dans les pattes, nous, on essaie en tout cas de se donner la force parce qu'on sait réellement la galère que c'est de se lancer en indépendant. Et c'est vrai que de se serrer les coudes, c'est super important. Il faut vraiment ne pas rester seul. Ouais, carrément. Pas rester seul. Moi, j'aimerais faire un dernier petit mot sur un peu l'actualité. C'est une période un peu complexe parce que en France, parce que inflation, politique, etc. Voilà, il y a plein de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal on va dire, de personnes qui doutent, qui hésitent sur le passage indépendant. C'est important de rappeler qu'une entreprise recrutera toujours. C'est l'essence même d'une entreprise, c'est de faire de la croissance et de recruter. Donc, il y aura toujours des recruteurs, il y aura toujours des cabinets. Et c'est un marché nouveau qui, maintenant, a quand même quelques années, qui mûrit. Qui grandit et c'est important de faire partie de l'aventure et c'est important aussi de se battre de continuer en fait à toujours être intéressé par ce métier, être en veille, comme tu disais Christina, contacter des personnes, Amaury, s'entourer d'autres d'un collectif, d'autres recruteurs, voilà. Ne pas rester seul et voir un peu le recrutement indépendant comme une petite famille, comme une petite communauté, plutôt que de voir son projet solo et rester un petit peu dans sa case. Donc voilà, pour moi, ces derniers mots, en tout cas, pour cela. Amélie, il y a des Slack qui existent de recruteurs indépendants et qui sont très, très bien aussi et que je conseille vivement parce que ça aide beaucoup. C'est des Slack où il y a beaucoup de recruteurs qui peuvent échanger entre eux. Profitez-en, ça commence à bien se structurer, tout ça. Exactement. Super. Eh un grand merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi le live. On va en refaire sur plein de sujets parce que je pense que ça peut être très, très intéressant. Carrément. Merci à tous, en tout cas, pour toutes vos petites questions, vos interactions. Merci à Amaury pour la présentation et la technique. Merci à Christina pour ton retour d'expérience. Et puis voilà, on vous dit à très vite. Si vous avez envie de nous contacter chacun de notre côté, vous pouvez soit nous envoyer un petit message ou nous ajouter sur LinkedIn avec plaisir, nous envoyer un petit mail ou aller voir un peu nos sites et voilà ce qu'on fait chacun de notre côté. Christina du recrutement, Amaury la partie collectif et moi la partie formation, tout simplement. Parfait. Allez, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.